Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International avec la revue hebdomadaire de la région Asie-Pacifique. Et aujourd'hui, dans la revue de presse, nous allons tout d'abord revenir sur les discussions autour d'un code de conduite dans la région qui se sont prolongées lors du sommet de l'ASEAN qui s'est tenu au Laos la semaine dernière. Nous irons ensuite au Japon pour présenter le lauréat du prix Nobel de la paix 2024. Et nous irons également aux Philippines où un tribunal des affaires de corruption a classé sans suite un procès intenté à l'ex-couple présidentiel il y a 37 ans de cela. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique dans les Samoa avec le naufrage d'un navire néo-zélandais qui a déjà tourné en catastrophe environnementale. La semaine dernière s'est tenue à Vientiane, capitale du Laos, les 44e et 45e sommets de l'ASEAN, l'Association des Nations du Sud-Est asiatique, une série de rencontres accueillies par le Premier ministre laotien Sonaksaï Siddhamphone sur le thème du renforcement de la connectivité et de la résilience. Parmi les sujets de discussion figurait notamment celui d'un code de conduite en mer de Chine méridionale, une idée vieille de plusieurs années déjà, mais qui n'est pas parvenu à aboutir à un quelconque accord pour l'instant. Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. s'est plaint jeudi dernier du harcèlement et de l'intimidation exercés par la Chine dans la région, les navires de pêche de garde-côte philippins et chinois ayant été impliqués dans plusieurs incidents dans la région au cours de l'année écoulée. Le média d'État Voice of Vietnam a rapporté que le chef du gouvernement du Vietnam avait exhorté les pays de l'ASEAN à finaliser ce code de conduite, un code qui soit en accord avec le droit international et notamment avec la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer. Mais la Chine refuse toujours de reconnaître un jugement de 2016 de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye en faveur de la position philippine. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui était présent au sommet, a déclaré que les États-Unis étaient préoccupés, je cite, « par les actions de plus en plus illégales et dangereuses en mer de Chine méridionale et orientale, des actions qui ont blessé des personnes et endommagé des bateaux de pays d'Asie du Sud-Est et qui contredisent les engagements en faveur de la résolution pacifique des conflits. » Une référence à peine voilée aux actions chinoises dans la région, la Chine revendiquant presque entièrement les îles de la mer de Chine du Sud. Le Premier ministre chinois Li Qiang, qui était venu à Vientiane pour le 27e sommet ASEAN-Chine le 10 octobre, a qualifié la mer de Chine méridionale de « maison partagée par l'ASEAN et la Chine ». L'agence de presse d'État chinoise Xinhua a ensuite rapporté les propos du Premier ministre chinois, qui a déclaré, là aussi dans des propos visant de manière indirecte Washington, je cite, que les affaires asiatiques devaient être gérées par les peuples asiatiques à travers la consultation, avant d'appeler les pays de la région, je cite encore, à être très vigilants concernant les actions qui menacent la stabilité régionale et qui augmentent les risques de conflit. Le quotidien philippin Rappler a toutefois cité hier le ministère de la Défense philippin, Gilberto Teodoro, qui a déclaré que le président Ferdinand Marcos Jr. avait approuvé de bonne foi le principe de discussion avec la Chine au sujet de ce code de conduite, mais qu'il doutait de la sincérité de la Chine de vraiment parvenir à un accord. Le prix Nobel de la paix 2024 a été décerné à Nihon Hidankyo, une organisation de Hibakusha, nom donné aux survivants des bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki à l'été 1945, il y a presque 80 ans de cela. Un communiqué de l'Institut Nobel a précisé que l'organisation avait été désignée lauréate du prix pour ses efforts en vue de parvenir à un monde sans armes nucléaires et pour avoir démontré à travers les témoignages que les armes nucléaires ne devaient jamais plus être utilisées. L'organisation, dont les racines remontent au 6 août 1955, lors de l'organisation de la première conférence mondiale contre les bombes A et H, regroupe des associations de survivants des bombes de Hiroshima et de Nagasaki et des essais nucléaires menés dans le Pacifique. Le communiqué publié à Oslo le 11 octobre indique que l'organisation sensibilise au sujet des conséquences humanitaires catastrophiques de l'utilisation des armes nucléaires
et que les efforts extraordinaires de cette organisation et d'autres représentants d'Hibakusha ont contribué à la création du tabou nucléaire. Le coprésident de Nihon Hidankyo, Terumi Tanaka, un survivant du bombardement de Nagasaki, aujourd'hui âgé de 92 ans, s'est exprimé le lendemain lors d'une conférence de presse, affirmant que la question de l'élimination des armes nucléaires ne concernait pas seulement les Hibakusha, mais qu'il s'agissait d'un problème pour l'humanité tout entière, tout le monde étant une victime potentielle. Tanaka a aussi eu un mot pour ses camarades militants décédés avant lui, déclarant que ces derniers seraient heureux de voir que leur mouvement a enfin été reconnu par le comité Nobel et qu'il serait reconnu par de plus en plus de monde dans le futur. Tanaka a aussi reçu, le lendemain de l'annonce, un appel téléphonique du Premier ministre japonais Shigeru Ishiba pour le féliciter. Il en a profité pour exprimer son inquiétude au sujet des déclarations passées du Premier ministre japonais qui a évoqué la possibilité de revenir sur la position japonaise d'opposition à la possession, à la production ou à l'accueil sur son sol d'armes nucléaires. Le communiqué de l'Institut Nobel a ajouté une réserve, indiquant qu'il était inquiétant que le tabou nucléaire soit menacé aujourd'hui avec la modernisation et la montée en technologie des arsenaux nucléaires et avec la préparation de nouveaux pays qui cherchent eux aussi à acquérir l'arme nucléaire. Le communiqué a aussi évoqué les menaces d'utilisation de l'arme nucléaire dans les conflits en cours, une référence masquée aux propos du président russe Vladimir Poutine qui a menacé en septembre dernier de recourir à l'arme nucléaire en cas d'attaque aérienne massive contre la Russie. Le quotidien philippin Rappler a indiqué que le Sandigan Bayan, un tribunal spécialisé dans les affaires de corruption impliquant les hauts fonctionnaires philippins, avait classé sans suite l'affaire des biens mal acquis par l'ex-couple présidentiel composé de Ferdinand Marcos et d'Imelda Marcos. C'est une affaire vieille de 37 ans, issue d'un dépôt de plainte de la Commission présidentielle sur la bonne gouvernance en juillet 1987, dans l'espoir de récupérer quelques 276 millions de pesos de biens mal acquis, soit environ 4,4 millions d'euros, 50 millions de pesos pour le dommage moral contre l'État, soit environ 800 000 euros, et 1 milliard de pesos, soit près de 19 milliards d'euros de dommages et intérêts. Il faut savoir que le règne du dictateur Ferdinand Marcos, qui a été président de 1965 à 1986, dont 14 ans sous loi martiale, a été caractérisé par de multiples exécutions extrajudiciaires et arrestations de militants et de dirigeants communistes, mais aussi par le détournement massif de fonds publics par le couple présidentiel. Les biens mal acquis en question dans l'affaire concernent plusieurs appartements et terrains aux Philippines, ainsi qu'un terrain et 6 appartements en Californie, des biens immobiliers qui auraient été acquis grâce à de l'argent public, avec l'aide du troisième accusé. Mais le tribunal a estimé que les accusés, dont Imelda Marcos, qui est la mère de l'actuel président et la seule en vie aujourd'hui, ne pouvaient pas bénéficier d'un procès équitable dans les conditions actuelles, notamment en raison de la chronologie des événements, qui montre une multitude de motions d'extension des délais en raison du manque de préparation ou du manque de preuves ou de témoignages. Les juges ont aussi estimé que les accusés avaient déjà subi un préjudice dû au retard excessif du traitement de l'affaire et que Imelda Marcos, aujourd'hui âgée de 95 ans, avait perdu de sa capacité à témoigner en raison de son grand âge. Notons que ce n'est pas la première fois que le couple, qui est revenu d'exil en 1986, bénéficie d'un classement sans suite d'affaires les concernant. Un navire de la marine néo-zélandaise a fait naufrage il y a une dizaine de jours au large de la côte sud d'Upolu dans l'archipel des Samoa suite à des conditions météorologiques difficiles. Le navire a pris feu avant de sombrer, mais les causes exactes du naufrage restent encore à déterminer. Ce sont jusqu'à 200 000 litres de carburant qui se sont déversés dans l'océan, poussant les autorités locales à déconseiller à la population de consommer du poisson pêché en mer ou sur les côtes. Le média néo-zélandais Radio New Zealand a indiqué aujourd'hui que 60 militaires et spécialistes néo-zélandais travaillaient actuellement avec les autorités samoanes pour gérer l'accident. Mais la première ministre des Samoa, Naomi Mataafa, a déclaré que la fuite de carburant avait été stoppée aux dernières nouvelles, tout en reconnaissant qu'aucune opération n'aurait lieu cette semaine pour récupérer l'épave. La priorité semble pour l'instant, selon les forces de défense néo-zélandaises, de vider le navire de son carburant qui reste à bord et d'éviter d'éventuelles fuites de produits chimiques dans l'eau. Radio New Zealand a aussi indiqué que les habitants du village côtier de Tafitoala avaient perdu leurs moyens de subsistance et réclamaient des compensations de la part du gouvernement de la Nouvelle-Zélande.
Les secteurs touchés sont notamment celui de la pêche, mais aussi du tourisme et des activités aquatiques comme le surf. L'armée néo-zélandaise a affirmé être en lien avec l'assureur pour discuter notamment du calendrier, mais n'a pas donné d'informations plus précises, notamment sur les options de nettoyage de la pollution occasionnée. La première ministre des Samoa a réagi aux demandes des villageois en répondant que la question n'était pas d'actualité et qu'il faudrait une étude d'impact environnemental avec des preuves claires pour pouvoir démarrer un dialogue sur les compensations. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.